L'Aquitaine est tombée. Avec Bayonne avait disparu la dernière espérance de l'Angleterre, et partout, les Gascons avaient accepté la conquête de Charles VII. Le grand œuvre du roi de France paraissait terminé. Cependant, outre-Manche, humilié, le roi d'Angleterre rumine. Il ne peut pas abandonner de la sorte l'héritage des Plantagenets. Une nouvelle expédition, un baroud d'honneur, se prépare. Les Anglais veulent conserver un pied-à-terre dans le sud-ouest de la France. À la conquête de l'histoire. La bataille de Castillon. La France victorieuse. Êtes-vous fatigué que vos informations personnelles soient vendues à des courtiers de données sans votre consentement? Vous n'êtes pas seul. Chaque jour, vos données sont collectées, partagées et vendues, vous exposant à des risques sérieux comme le vol d'identité, des spams incessants et une perte totale de contrôle sur vos informations personnelles. Imaginez recevoir des appels et des emails non sollicités, ou pire, avoir votre identité volée parce que vos données circulent entre de mauvaises mains. La vérité, c'est qu'à chaque fois que vous vous inscrivez à un service ou partagez vos informations en ligne, vous vous mettez en danger. Mais cela ne doit pas être le cas. Découvrez Incogni, votre assistant personnel pour la suppression de données. En quelques clics simples, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. L'équipe d'Incogni soumet des demandes de suppression à plus de 170 courtiers de données en votre nom, garantissant que vos informations personnelles soient supprimées rapidement et efficacement. Ce processus est extrêmement chronophage. C'est pourquoi Incogni s'occupe de tout, du début à la fin. Imaginez cela. Vous pouvez profiter de la tranquillité d'esprit en sachant que vos données ne sont plus vendues sans votre autorisation. Avec Incogni, vous ne vous contentez pas de récupérer votre vie privée. Vous protégez votre identité et vos données personnelles. Rendez-vous tout de suite sur incogni.com/casus et avec le code CASUS, profitez de 60% de réduction. Restez protégés, reprenez le contrôle et gardez vos informations hors des mains des courtiers de données. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Visitez incogni.com aujourd'hui et faites le premier pas vers une présence en ligne plus sécurisée. À la fin de l'année 1451, alors que l'armée prend ses quartiers d'hiver, de fortes garnisons sont laissées à Blaye et à Bourg. Mais Bordeaux et les autres places ne sont guère défendues. Le comte de Clermont est le gouverneur de la province, mais il est souvent appelé à l'extérieur pour le service du roi, et c'est son second, Coëtivy, qui prend souvent les rênes du duché. Au nord du royaume, on l'oublie souvent, mais les Anglais ont encore une possession continentale, Calais. Calais, c'est la porte continentale du commerce anglais. L'Angleterre faisait la prospérité de Bordeaux, Calais faisait la prospérité de l'Angleterre. Toute la différence était là, et Henri VI ne pouvait pas se permettre de perdre la ville. À peine Bordeaux tombé, Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, lorgnait sur Calais. Les Pays-Bas bourguignons, surtout Bruges et Anvers, avaient tout à gagner à ce que le commerce anglais soit privé d'un accès direct au continent. Et finalement, c'est le sénéchal de Guyenne qui va, par sa maladresse, empêcher les Français de bouter totalement les Anglais du continent. Olivier de Coëtivy, officier de 36 ans d'origine bretonne, est depuis toujours dévoué à la cause française. Pour diriger Bordeaux, il s'entoura quasi exclusivement d'hommes venant du nord du pays, écartant petit à petit les bourgeois et les barons de Guyenne. Cette politique a pour effet d'isoler les Français de la population locale. Les Gascons se sentent mis sous tutelle. D'autre part, la disparition progressive de la féodalité et la mise en place de la centralisation du pouvoir entre les mains du roi déplaît fortement aux Bordelais, habitués à faire comme bon leur semble. Mais ce qui va déclencher l'ire des bourgeois gascons, c'est comme souvent, la levée d'impôts. Le sénéchal veut faire payer aux Bordelais un impôt pour l'entretien de ses troupes. Or, parmi les concessions faites lors de la reddition de la ville figurait l'exemption fiscale. Et ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Une délégation bordelaise se rend à Bourges pour discuter directement avec l'administration royale. On leur fait savoir qu'il faut bien qu'ils participent à la défense de la Guyenne.
Certains Gascons se considèrent alors déliés du serment qu'ils ont prêté à Charles VII et regardent avec insistance outre-Manche. Une délégation bordelaise, menée par Pierre de Montferrand, seigneur de l'Espard, se rend en Angleterre en août 1452. Chez la perfide Albion, les querelles intestines entre les maisons de York et de Lancastre sont temporairement apaisées, et il est temps de redorer le blason du roi. Tout ce qui est demandé aux Anglais, c'est quelques troupes et un bon général pour résister au roi de France, et on garantit que la population se lèvera comme un seul homme. Une expédition en Guyenne est accordée. Après tout, c'est un bon moyen de détourner l'attention de Calais vers laquelle se dirigent Dunois, Richemont et Brézé. Le commandement de l'expédition anglaise est donné à John Talbot, âgé de 66 ans. Il s'est distingué à de multiples reprises dans les guerres en France. Le 17 octobre 1452, Talbot et son armée de 4000 hommes prend la mer, et profitant d'un vent favorable, ne met que 4 jours pour apercevoir les côtes de l'Aquitaine. L'armée anglaise débarque sur les côtes de Médoc, près de Soulac. Les paysans des alentours qui aperçoivent cette forêt de mâts et ces milliers de soldats débarqués se barricadent, s'arment, bloquent les chemins à l'aide de charrettes, installent des pièges pour la cavalerie. On est bien loin de l'accueil triomphal imaginé par les nobles gascons et la bourgeoisie. En définitive, la seule partie de la population qui voit un intérêt au retour des Anglais, c'est la bourgeoisie, qui doit sa fortune au commerce avec l'Angleterre, et certains nobles qui ont perdu certaines de leurs prérogatives avec l'arrivée des Français. Le 22 octobre, Talbot est proche de Bordeaux. La population s'agite. Les milices bourgeoises sont prêtes à reprendre la Croix-Rouge anglaise aussi vite qu'elles l'ont abandonnée. Coëtivy, qui a beaucoup parlé de défense de la ville, n'a pas entrepris de travaux pour la fortifier. Finalement, l'insurrection vient de l'intérieur des murs. Les milices se révoltent et font la chasse aux Français. Le sénéchal tente d'organiser la résistance, mais il est capturé avec sa garnison avant d'avoir réellement pu engager le combat. Charles de Clermont parvient lui à s'échapper de justesse. Les villes environnantes, dépourvues de garnisons solides, sont reprises par les Anglais en quelques semaines. Libourne, Castillon, Rions, Cadillac, Langon. Seuls Fronsac et Blaye résistent. À Londres, on exulte. On a repris la Guyenne avec si peu d'efforts. Cependant, le plus difficile reste à faire, conserver le territoire. Et pour ce faire, de nouvelles troupes sont levées en Angleterre. 4000 hommes et plusieurs des meilleurs chevaliers d'Angleterre font la traversée avec du ravitaillement et rejoignent Bordeaux en mars 1453. Talbot profite de l'arrivée de renforts pour lancer sa campagne au début du printemps 1453. Fronsac est prise après un bref siège. Le but que les nobles gascons avaient en tête quand ils ont appelé au secours les Anglais semblait atteint. Mais Talbot ne compte pas s'arrêter là. Il veut reprendre la Grande Aquitaine, celle d'Aliénor, celle du traité de Bretigny. Devant le peu de réaction des Français, les Anglais s'imaginent que devant une population si rétive à sa domination, la France hésite à recommencer la lutte. Cependant, à la cour du roi, on ne perd pas la Guyenne de vue, et on dispose d'une force qui a fait ses preuves en Normandie. Une armée permanente. Depuis l'hiver précédent, les préparatifs sont en cours. On rapatrie les armées situées aux 4 coins du royaume. Jean Bureau fait fondre des milliers de boulets et des dizaines de canons. Une nouvelle recette de poudre est développée. Et dans les derniers jours du mois de mai, 30 000 hommes sont répartis sur les frontières insurgées. Les opérations commencent le mois suivant. 2 corps se mettent en marche. L'un commandé par les maréchaux de Loéac et de Culan, pour s'emparer du cours de la Dordogne, l'autre sous les ordres du comte de Clermont, pour reprendre l'Entre-deux-Mers et les Landes du Médoc. Un 3e corps, commandé par le roi, reste en observation sur la Charente. Jansac et Montravel sont reprises sans difficulté. Chalais, en revanche, refuse de se rendre. Un siège dans les règles, puis un véritable assaut est lancé. Sur les 160 défenseurs, la moitié meurt au combat, et parmi les prisonniers survivants, les Anglais sont mis à rançon, tandis que les Gascons sont exécutés la tête tranchée. Pour Charles VII et ses capitaines, la révolte des Gascons est de la haute trahison. Tous les hommes de langue gasconne trouvés les armes à la main seront donc traités en criminels.
Pour la suite des opérations, on discute dans l'entourage du roi. Certains veulent foncer droit sur Bordeaux et poser le siège pour en finir. D'autres préfèrent prendre quelques forteresses afin d'assurer ses arrières. C'est ce dernier point de vue qui est privilégié. Suivant le conseil de Jean Bureau, la ville de Castillon est alors désignée comme le prochain objectif. Début juillet, 10 000 hommes commandés par Lohéac, Cullen et Chabannes arrivent par la route de Sainte-Foy sous les murs de Castillon. La garnison anglaise envoie alors un appel au secours à Bordeaux. Talbot ne réagit pas. Il préfère que l'armée française s'approche encore de Bordeaux avant de livrer bataille. Cependant, parmi les habitants, on sait maintenant très bien ce qui attend les Gascons qui ont été un peu trop rapides à violer le serment de fidélité prêté au roi de France. Il commence donc à y avoir des remous dans la population, qui s'irrite autant de la gestion de Talbot que celle de Coëtivy quelques mois plus tôt. Talbot n'est cependant pas totalement insensible à la misère de la population, qui souffre de la guerre. Au mois de juin précédent, il avait proposé à Clermont un jour de bataille, afin que la guerre ne ravage pas plus le Bordelais et évite de nuire aux habitants de la région. C'était le 21 juin. Clermont accepte, il attend 3 jours devant Martignas. Talbot s'avance, marque un temps d'arrêt à quelques kilomètres des Français, estime qu'ils sont trop nombreux, puis ordonne la retraite vers Bordeaux. Les archers, fatigués par la route, ne peuvent suivre. Clermont et ses cavaliers les trouvent sur la route et les passent au fil de l'épée. Les Bordelais s'impatientent donc de l'inactivité de Talbot, et son refus d'aller à Castillon immédiatement les irrite au plus haut point. Il lui rappelle la promesse qu'il a faite de défendre la région. Talbot finit donc par se rendre compte qu'il ne peut pas attendre que les maréchaux de Charles VII, qui sont actuellement occupés sur la Dordogne, fassent leur jonction avec Clermont. Les Français seraient alors encore plus nombreux. Il change donc d'avis. Il faut débloquer Castillon. Pendant que Talbot tergiverse, Bureau fait installer son artillerie sous les murs de Castillon. Le chef anglais ne s'inquiète pas des canons qui ont été amenés là par les Français. Il a bien l'intention de tailler en pièces l'infanterie qui constitue le gros de l'armée de Charles VII à Castillon. Quant à l'artillerie, comment pourrait-elle résister à la mobilité d'une charge de cavalerie ? Le vieil anglais raisonne comme autrefois les chevaliers de Philippe VI face aux archers anglais. Talbot quitte donc Bordeaux à la tête de 12 000 hommes et chemine vers Castillon, où 10 000 Français se préparent à l'accueillir. Au matin du 17 juillet 1453, il arrive dans un petit bois situé sur une hauteur qui avoisine la ville. Un corps franc de 800 archers campe devant le prieuré de Saint-Laurent, tandis que le gros de l'armée française et l'artillerie sont cantonnés dans un camp adossé à la Lidoire, petit affluent de la Dordogne. Les troupes sont dirigées par les maréchaux Lohéac et Jalogne, l'amiral Jean de Bueil et le grand maître Jacques de Chabannes. Ils sont retranchés dans un camp fortifié construit à la hâte, une palissade et des fossés. Plus au nord, sur le plateau, se trouve un petit corps de Bretons qui forme une sorte d'arrière-garde. Après avoir fait reposer ses hommes, Talbot lance l'assaut. C'est l'abbaye qui est la cible des Anglais qui s'y jettent en masse. Pris au dépourvu par l'intensité de l'attaque, les archers ne peuvent pas opposer de résistance sérieuse. Leur chef, Joachim Rouault, tente bien de les rallier par tous les moyens, mais ils sont finalement obligés de battre en retraite vers le camp retranché français. Les Français déplorent déjà plus d'une centaine de morts. Alors que Talbot fait une pause pour laisser reposer ses hommes, on vient l'informer que les Français abandonnent leur parc et s'enfuient. En effet, de l'autre côté de la Lidoire, un nuage de poussière se dégage, semblable à ceux que forment les chevaux qui se déplacent. Malgré les incitations à la prudence de certains de ses subordonnés, le chef anglais réagit immédiatement. Il veut bousculer les fuyards. Il laisse son artillerie en arrière, rassemble rapidement ses hommes, puis passe à l'assaut au cri de Talbot Saint-Georges. Seulement, celui qu'on surnomme l'Achille anglais vient de tomber dans un piège. Les Français sont toujours là, sereins, derrière leur palissade, armés jusqu'aux dents et prêts à recevoir l'ennemi. L'artillerie est en place, et Jean Bureau attend le meilleur moment pour donner l'ordre de faire feu. Alors que les Anglais qui sont descendus de cheval s'approchent des palissades en hurlant, une détonation formidable retentit. Les 300 canons et coulevrines de Bureau viennent de faire feu.
Les premières lignes anglaises sont fauchées par un déluge de boulets. Les désordres règnent désormais chez les assaillants. Mais malgré les pertes, ils n'abandonnent pas, et un combat féroce commence. On voit même l'écuyer de Talbot parvenir jusqu'à la palissade française et y planter l'étendard de son chef. Il meurt quelques instants plus tard et tombe dans le fossé, le drapeau dans les mains. Pour protéger ses soldats contre le tir des bombardes françaises, Talbot leur fait former la tortue. Les hommes d'armes ajustent leurs boucliers qui les protègent contre les plus petits projectiles, puis ils avancent vers les palissades. Le combat est acharné. Quelques soldats anglo-gascons parviennent même à pénétrer dans le camp retranché français, mais sont à chaque fois repoussés vers l'extérieur. On se bat maintenant depuis plus d'1 heure, et le combat est toujours indécis. C'est la réserve de l'armée française qui va décider du sort de la bataille. 800 hommes environ, dont la moitié à cheval, se trouvent sur les hauteurs du mont Orable, à environ 1 km du camp retranché. Ces troupes d'élite, fournies par le duc de Bretagne, fondent sur le flanc des Anglo-Gascons. Ces derniers, fatigués par les combats féroces contre les Français du camp retranché, doivent faire face à un nouvel adversaire et abandonnent l'assaut des fortifications. L'artillerie de Bureau achève la victoire. Une grêle de boulets et de balles de plomb s'abat sur l'armée ennemie qui se retournait pour faire face aux Bretons. Toujours à cheval, Talbot, blessé au visage pendant les premiers assauts, reçoit une balle de coulevrine à la jambe. Il tombe avec son cheval. Du côté français, on n'a pas vu que Talbot est en difficulté, mais on se rend bien compte du désarroi et du désordre qui règne dans l'armée ennemie. Ils sortent donc en masse de leur camp retranché et renversent tout sur leur passage. L'armée anglaise, débordée de toutes parts, est disloquée. Talbot, qui essaie toujours de se dégager de dessous son cheval, est défendu par son fils, qui mourra en combattant, puis un archer français se jette sur le chef anglais et l'achève sans le reconnaître. L'Achille anglais est mort. Submergés, les Anglo-Gascons n'ont plus aucun espoir. Ceux qui le peuvent encore n'ont d'autre choix que la fuite. Ils détalent vers la Dordogne qu'ils traversent au gué de Rozan. Ils sont poursuivis par la cavalerie bretonne qui tue et fait prisonnier un grand nombre de fuyards. Les rescapés se réfugient dans Castillon, qui se rendra 2 jours plus tard. La victoire française est totale. Les Anglais ont perdu près de 7000 hommes, tandis que les pertes françaises se chiffrent à peine à quelques centaines. Leur armée anéantie, les Anglais ont perdu tout espoir. Le roi, resté en retrait au début de la campagne, prend maintenant la direction des opérations et chemine vers Bordeaux. Le 13 août, le siège est posé devant la capitale de la Guyenne anglaise avec 5000 soldats, qui s'installent sur la rive droite de la Garonne. Fortifiée par une enceinte de 6 km de long et épaisse de plusieurs mètres, flanquée de grosses tours, la ville est puissamment défendue. Elle peut en plus de ça compter sur tout ce qui reste de partisans de l'Angleterre dans la région. 4000 Anglais et 4000 Gascons, accompagnés des milices bourgeoises. Les hommes sont dirigés par Pierre de Montferrand. Rapidement, les différentes places fortes encore aux mains des Anglais tombent après un siège rapide, ou bien ouvrent leurs portes aux Français. Les forteresses tombent les unes après les autres dans l'escarcelle de Charles VII. Les Anglais de Cadillac tentent de négocier comme d'habitude, offrant 10 000 écus pour prix de leur libre départ. Charles VII refuse l'offre. Il a assez d'argent comme cela, et le leur fait savoir. Les Anglais sont envoyés en prison. Le capitaine de la ville était un Gascon. Il est, pour trahison, décapité sur le champ. Après la prise de Cadillac le 19 septembre, c'est au tour de Rion, puis de Blanquefort de tomber. Bordeaux ne pouvait être prise que par la famine ou bien par une attaque venant de la mer. Charles VII avait prévu le problème. Depuis le début de la guerre, il a fait rassembler une formidable flotte de navires qui vient bloquer l'embouchure du fleuve, empêchant ainsi la sortie des navires bordelais et ôtant tout espoir de secours aux défenseurs de Bordeaux qui commencent à mourir de faim. Malgré tout, la situation n'est pas bien brillante pour les assaillants non plus. La région avait été ravagée et on cherche en vain des vivres alors qu'une épidémie de peste vient faire des ravages dans les rangs français. Tous les jours, il y a des escarmouches meurtrières sur terre et sur mer. Après la chute de Blanquefort,
les Anglais commencent à parler de capituler. Les Gascons, qui savent qu'ils risquent de finir au bout d'une corde ou bien sur le billot, sont eux bien plus hésitants. Finalement, début octobre, les Bordelais consentent à parlementer. Une délégation est envoyée à Charles VII. Ils sont prêts à livrer la ville pourvu qu'on laisse aux Bordelais la vie sauve et qu'on ne touche pas à leurs biens. Le roi les toise. Il fera d'eux ce qu'il voudra. Bureau commence alors à mettre son artillerie en place et canonne la ville sans relâche. Les habitants affamés et les notables effrayés à l'idée de voir leurs hôtels particuliers détruits par l'artillerie finissent par accepter la reddition. Charles VII est magnanime. Les chefs gascons de l'insurrection ne seront pas pendus, mais bannis perpétuellement du royaume de France. Quant aux autres, ils sont pardonnés. Les Anglais seront, eux, renvoyés en Angleterre par bateau. Ils partent avec les honneurs de la guerre, et le roi distribue à chacun un écu pour payer leurs vivres. Le traité, signé le 9 octobre, est en revanche très dur pour Bordeaux. La ville doit payer une amende de 100 000 écus. Les prisonniers français retenus dans les geôles de la ville doivent être libérés sans contrepartie, et les dispositions si avantageuses du traité signé en 1451 lors du premier siège sont abolies, et les garanties qu'elle donnait à la Guyenne sont réduites à néant. Le nouveau traité enlève à la ville le droit de battre monnaie, de voter l'impôt, d'avoir un parlement, de refuser le service militaire. Ces conditions rudes entraîneront d'ailleurs l'émigration d'un bon nombre de nobles et riches bourgeois du Bordelais vers l'Angleterre. Charles VII refuse d'entrer dans la ville. Ça serait faire trop d'honneur à des félons. Il laisse donc Clermont et Bureau veiller sur la conquête. La bannière aux fleurs de lys flotte de nouveau, et définitivement sur Bordeaux. Pour la seconde fois en 2 ans, la Guyenne est conquise. Charles VII, qu'on appelle désormais Charles le Victorieux, règne donc maintenant sans partage sur tout le royaume de France. Tout ? Non. Une petite ville d'envahisseurs résiste encore et toujours aux assauts français. Calais. La ville, tête de pont anglais sur le continent et véritable menace pour la France, ne sera reprise qu'1 siècle plus tard, en 1558 par le duc de Guise. Le traité, scellant définitivement la victoire française lors de ce conflit long de 116 ans, ne sera signé qu'à Piquigny, en 1475, par Louis XI. L'Angleterre, de son côté, ruinée, bafouée, humiliée, ne va pas tarder à s'enfoncer dans la guerre des 2 Roses, une guerre de succession meurtrière, qui écartera pour un temps les envies de revanche de la perfide Albion. Batailles épiques, défaites cuisantes, victoires magistrales, capitaine roublard, traître indigne, mercenaires sanguinaires, retournement d'alliance, assassinat et peste noire. Cette épopée grandiose que fut la guerre de 100 ans s'achève donc par la victoire sans partage du royaume de France. En ruinant les dernières espérances de l'Angleterre sur le continent, la France met fin à la lutte des 2 couronnes et s'assure l'intégrité de son territoire pour une revanche glorieuse qui clôt un affrontement vieux de 3 siècles. Merci à Incogni, le sponsor de cette vidéo, et merci à tous les tipeurs qui soutiennent le développement de la chaîne. Et à bientôt pour le prochain épisode.